à tous, vous venez de lancer le premier épisode de la nouvelle émission Androtech, née de la collaboration entre Frandroid et Tech.tv, une nouvelle chaîne que vous retrouverez sur vos écrans tactiles dès l'année prochaine. Alors qu'est-ce qu'Androtech? C'est une émission dédiée à Android, mais aussi aux nouvelles technologies mobiles en général. Nous allons débattre, commenter l'actualité, et cela avec une équipe que je vous présente juste après le sommaire. Au sommaire de ce premier épisode, de l'actualité et encore de l'actualité, avec l'arrivée du Nexus 5, du premier smartphone incurvé et bien sûr le retour de Motorola en France avec son Moto G. Nous commenterons ensemble ces nouveautés avant d'enchaîner sur le test de la semaine. Et l'objet de toutes les interrogations, c'est évidemment le Nexus 5 de Google que nous allons passer ensemble au peigne fin. Et pour ouvrir la réflexion, nous nous pencherons sur un sujet rarement évoqué, les technologies mobiles vertes. Nous ferons ensemble le point sur la possibilité de trouver une petite fenêtre d'écologie dans le monde de la mobilité. Et pour finir en beauté ce premier épisode, nous vous réservons une petite surprise. Rendez-vous dans un peu moins d'une heure. Et je ne serai pas seul à présenter cette émission, j'ai avec moi toute une Dream Team de passionnés avant tout par le petit bonhomme vert, à commencer par Baptiste. Baptiste est au pilotage technique chez Humanoid, il co-animera l'émission avec moi. Oui Ulrich, j'interviendrai dans l'émission régulièrement pour apporter un point de vue alternatif. Nous avons également Laure. Laure, elle supporte nos blagues, elle gère l'équipe éditoriale, elle suit l'actualité au jour le jour pour vous l'apporter sur le réseau Humanoid. Et on aura beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui ensemble. Vous connaissez également Pod, sous le pseudo de Crovax. C'est Pierre-Olivier Dibman, c'est un dompteur de trolls, il a raté sa carrière d'humoriste. C'est aujourd'hui un entrepreneur qui a également cofondé Frandroid avec Baptiste et moi. Salut tout le monde, salut Ulrich. J'espère que je vais pas trop arroser l'émission de blagues pourries. On va essayer de rester sérieux. On va essayer, ouais. Et en régie, vous retrouverez Edouard. Edouard, il attend désespérément qu'une pomme lui tombe sur la tête. En attendant, il s'est tourné vers Android, le seul, l'unique, le vrai. Et ouais, tout à fait. Donc, je suis rédacteur sur le site depuis un bon moment, mais je suis surtout développeur Android. Voilà, Android, pour moi, c'est vraiment le centre de tous mes intérêts. Je suis vraiment un gros fanboy. J'espère que j'arriverai à vous le partager dans le podcast. N'hésite pas à troller, Edouard. Je vais essayer de le faire. Et notre invité cette semaine, c'est Gonzague. Gonzague, c'est un blogueur de longue date, un des Twitter les plus suivis. Il est passionné par l'automobile, la photographie, les nouvelles technologies, la musique, et il voyage beaucoup. En fait, Gonzague, tu es un passionné de passion. Ou un collectionneur de passion, on peut dire ça. Collectionneur de passion, comment ça va, Gonzague? Bien, merci. J'espère que la même chose est valable pour vous sur le plateau. Je pense que ça va pas mal. Et sans oublier Ulrich, que vous connaissez sans doute. En passionné des nouvelles technologies, il aura pour but d'animer tout ce joli monde dans la joie et la bonne humeur. Bon, passons maintenant directement à la partie actualité. Et l'une des principales actualités de la semaine, c'est l'arrivée de Motorola, ou plutôt le retour de Motorola en France, avec un Moto X, Moto G, pas Moto X. Et justement, si j'ai dit Moto X, c'est parce qu'on attendait plutôt une version internationale de ce Moto X qui était sorti simplement aux États-Unis cet été. Et c'est ça qui est intéressant avec ce Moto G, c'est qu'on a un smartphone un peu différent. Le Moto G, on a entendu beaucoup parler de lui dans les rumeurs. C'est vrai, on l'a attendu très longtemps, mais bon, il faut se rappeler quand même que le Moto X, il n'a pas si bien marché que ça aux États-Unis. On parle de 500 000 exemplaires, c'est pas non plus très intéressant en termes de vente. Pour résumer, le Moto X, c'est un appareil uniquement commercialisé aux États-Unis. Une de ses petites caractéristiques, c'est qu'il était personnalisable. Ouais, tout à fait. On pouvait changer sa coque, sa mémoire interne, on pouvait changer plein de choses. On pouvait même graver la coque avec un petit message. Enfin, voilà, c'était le smartphone hyper personnalisé, fait aux États-Unis pour les Américains. Et pour arriver à cette proposition, ils ont mis en place une usine au Texas pour assembler les téléphones. Ouais. Par contre, le Moto G, c'est pas du tout le cas. A priori, non, il doit être fabriqué un petit peu plus loin dans le monde. Et lui, il est destiné vraiment à l'international, avec son petit côté personnalisable quand même, avec des coques de couleurs qu'on pourra changer selon les envies des uns et des autres. Ok, donc quelles sont ses caractéristiques? Finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. On a un smartphone de 4 pouces et demi, donc il est quand même assez grand, avec une définition 720p. Là aussi, c'est pas mal. Ok, donc là, je vois 329 ppi. C'est bien, ce qui est vraiment pas mal. C'est bien. Ce qui est pas mal, ouais. Pour un entrée de gamme, surtout puisqu'il coûte 169 €, ce qui est quand même assez rarement vu sur cette gamme de prix. On va avoir aussi un processeur Qualcomm quadruple cœur. C'est le Snapdragon 400. 400, voilà. On va avoir aussi un appareil photo de 5 mégapixels. C'est du classique pour du milieu de gamme. En fait, d'ailleurs, le Motorola G fait à peu près tout à moitié de ce que fait le Motorola X. Il est moitié moins cher, il a un appareil photo avec 2 fois moins de mégapixels, un écran un peu moins bien, même s'il a une plus grosse densité de pixels, puisque l'écran du Motorola X est un petit peu plus grand. C'est marrant de voir qu'ils ont fait ça comme ça.
Moi, en tout cas, personnellement, pour un téléphone qui s'appelle le Moto G, je le trouve vraiment pas orgasmique. Je trouve qu'en termes de design en particulier, le terminal est juste moche. Pourtant, il est plus épais. Hein. Ouais. Mais c'est pas toujours la taille qui compte. Ok. Là, ça compte en tout cas quand on est dans la poche, il fait quand même un bon centimètre d'épaisseur. C'est pas ce qui se fait de mieux en termes de design, effectivement. Mais Alors, on peut changer les coques. Il va se positionner par rapport à quoi le Moto G sur le marché, Baptiste? Eh ben, en fait, il a certes des caractéristiques qui n'ont rien d'exceptionnel, mais c'est son prix qui est intéressant surtout. À 169 €, il a un positionnement très intéressant puisque pour le prix d'un entrée de gamme, on a un smartphone positionné au niveau des caractéristiques comme un bon milieu de gamme. Alors, pour son prix, ce qu'on aurait pu vraiment attendre, c'est la compatibilité 4G, parce que la 4G est vraiment arrivée cette année, et ça aurait pu démocratiser. Ça aurait été son point fort, en tout cas. Là il se positionne assez faiblement par rapport à ses concurrents. Effectivement, ça aurait été un gros atout. Bon, bah, pour résumer, un des points faibles du Moto G, c'est sa non-compatibilité avec la 4G. C'est dommage parce que la 4G est enfin disponible en France. Par contre, il sera disponible aux opérateurs, donc à tout ce qu'on appelle Open Market, au prix de 169 € début décembre. L'actualité suivante, ça concerne les mises à jour Android, et a priori, c'est la plus grosse actualité de la fin d'année. Oui, et le Moto G est concerné puisque lui aussi, il aura le droit à sa mise à jour vers Kit 4 dès le mois de janvier 2014. Et là, ça a été promis par Google. C'est l'intérêt justement d'avoir un Motorola qui fait partie de Google. Et on va donc avoir ce Kit 4 qui va arriver sur plein d'appareils. Kit 4, c'est Android 4.4. Ouais, 4.4 avec la Google Experience. D'ailleurs, je pense qu'Edouard a plein de choses à nous dire à ce sujet. Il y a en effet pas mal de nouveautés sur KitKat, contrairement au 4.2 et 4.3 où il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc le premier élément que vous noterez, c'est le passage de la couleur bleue à blanc-gris. C'est un peu plus neutre qu'avant, c'est un peu dommage, à la limite Android perd un peu de sa personnalité. Un autre élément que l'on peut remarquer, c'est la transparence des barres en haut de notification et les boutons en retour. Cette transparence, on l'a retrouvée chez certains constructeurs, notamment Samsung. Et honnêtement, je trouve ça que c'est beaucoup plus joli qu'avant. Et donc cette transparence, on va la voir sur le nouveau launcher qui est exclusif au Nexus 5 qui s'appelle la Google Experience. Alors pourquoi Google Experience? C'est assez simple, c'est qu'en fait le bureau qui est le plus à gauche affiche maintenant Google Now. Donc on a nos applications d'un côté et un raccourci beaucoup plus rapide vers Google Now. Alors pour résumer, il y a finalement peu de nouveautés côté utilisateur. A priori, les nouveautés, tu vas nous le dire, c'est plutôt pour les développeurs. Voilà, donc pour les utilisateurs, il y en a quand même un peu plus que ce qu'il y en avait sur la 4.2, 4.3, mais en effet, les développeurs sont pas mal servis. Notamment, il y a tout ce qui est SMS. En fait, les applications tierces, jusqu'à présent, elles utilisaient une API qui n'était pas documentée. Et donc là, Google a vraiment voulu mettre les points sur les i et que tout le monde utilise la même chose. Et justement, Hangout est devenu l'application SMS par défaut. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Si vous voulez, on peut rapidement. Moi, pour le coup, j'ai désactivé tout de suite la fonction. Pareil, directement. J'ai refusé de l'activer, est surtout. juste pas mûr, pas prêt, et je vais absolument pas lui laisser la gestion de mes SMS. C'est important. Gonzague, t'as essayé? Bah, en fait, non. Moi, j'utilise pas mal Hangout en live, mais vos réactions sont intéressantes parce que on reproche. Je suis utilisateur d'Apple au quotidien et on reproche beaucoup à Apple de forcer des choses pour ses utilisateurs. Bon, là, vous avez pu le désactiver, mais de base, on vous a quand même foutu un truc qui vous a fait chier. Tout comme les commentaires Google+ dans YouTube, ça a beaucoup emmerdé les gens. Et parfois, Google pousse des trucs qui énervent les utilisateurs plus que de vraiment les servir. Même si peut-être qu'après, quand le produit sera vraiment bien développé, ce sera mieux. Pour le moment, c'est un peu le Bronx. Oui, c'est un peu le Bronx, effectivement, mais heureusement, sur Android, on a depuis longtemps un paquet d'applications alternatives pour les SMS. On en a plein à citer, AdSense, GoSMS ou même Hello. Ça pourra faire l'objet d'un petit dossier sur Androtech pour le coup. Effectivement. Et du coup, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette nouvelle version d'Hangout est activée d'office pour les utilisateurs de Nexus 5, mais pour les autres qui sont sous Android Jelly Bean 4.3, c'est absolument pas obligatoire d'utiliser donc les SMS dans Hangout. Qu'est-ce qu'on a comme autre nouveauté, Edouard? Ouais, il y a quelques autres nouveautés. L'utilisation de Chromium. Donc Chromium, c'est la base open source de Google Chrome, le navigateur de Google. Donc ça veut dire que les applications web vont beaucoup mieux marcher qu'auparavant. Ça, c'est honnêtement plutôt une bonne nouvelle. Par contre, les web apps, c'était jusqu'à présent pas quelque chose de génial. Et je pense que ça va continuer à être toujours aussi mauvais. Ça fera plaisir à tous les adeptes de HTML5. C'est ça. Il y en a encore un paquet, malgré le fait que ce soit assez moyen. Ouais, et quelques autres trucs, on peut maintenant enregistrer la vidéo sur l'écran directement. En fait, on vous le montrera même un peu plus tard. Il y a la gestion de l'infrarouge, donc sur le HTC One ou sur le Galaxy S4.
il y avait justement la possibilité d'interagir avec une télé. C'est aussi possible sur Android. Par contre, un inconvénient de la solution de Google, c'est que c'est uniquement envoyer des commandes et on ne peut pas en recevoir. Par exemple, sur votre feature phone d'il y a quelques années, on pouvait s'amuser à échanger des fichiers en infrarouge, ça mettait 3 plombes, mais au moins on pouvait le faire. Alors que là, l'API qui est proposée, elle ne va pas du tout le permettre. Ça pourra peut-être donner lieu à quelques développements intéressants. En tout cas, pas dans un premier temps. Autre élément qui est beaucoup plus important, je trouve, c'est l'allègement de la version d'Android pour les téléphones qui ont peu de mémoire, avec 512 mégas de RAM. Ça veut dire que les téléphones chinois qui sortent encore beaucoup en 2.3 Gingerbread vont peut-être enfin passer vers quelque chose de plus cohérent et faciliter la vie des développeurs, parce qu'il faut dire que c'est très chiant de supporter des versions qui n'ont pas d'action bar ou des trucs comme ça. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, toi, c'est les téléphones d'entrée de gamme ou les vieux téléphones, et moi, c'est tout ce qui est objet connecté aussi. En effet, les objets connectés, c'est un peu vers quoi semble aller Google. Je pense que lors, peut-être, on a pu voir des rumeurs vers une Google Smartwatch. Il y a eu plusieurs, mais bon, là, on n'a pas encore d'éléments très concrets à se mettre sur la dent. Hein. C'est encore un peu prématuré. Alors, on l'a vu, un peu les nouveautés qui sont un peu côté utilisateur avec Google Experience, la transparence, c'est assez petit quand même. Côté développeur, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et les utilisateurs, justement, ils vont avoir des mises à jour Oui, ils vont pouvoir faire des mises à jour. Alors, pas tout de suite, c'est pas pour la fin de l'année, ce sera plutôt pour le début de l'année prochaine. Tu nous résumes les dernières annonces? Alors, si on fait le tour des constructeurs, on va en avoir chez HTC, c'est sûr. Ça a été promis pour les One avant la fin janvier. Okay. Ça, c'est bon. One Mini, One Max. Tout à fait, les 3 One. On va avoir aussi le Moto G de Motorola, donc il va avoir sa mise à jour avant la fin janvier aussi. Aussi des Sony, avec les Xperia, on va avoir le SP qui a été confirmé. Je reprends ma petite liste parce que je ne les connais pas par cœur. On va avoir le Xperia Z, Z1, Z Ultra. Donc ça fait pas mal de monde. Et il se murmure qu'il y aurait d'autres Xperia aussi qui seraient concernés, comme le T ou le V. Donc ça, c'est à vérifier encore pour le début de l'année prochaine. Sachant, si je peux me permettre, que Sony, généralement, ils sont pas super rapides pour les mises à jour. Donc, ils font des efforts, donc on va voir ce que ça donne au début de l'année prochaine. Oui, eux les font, parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui abandonnent aussi, rapidement. Les mises à quoi? et les Galaxy, on en a parlé? Les Galaxy, c'était pas terrible. Alors, on va avoir la mise à jour qui devrait arriver bientôt sur les S4, choses comme ça, S4, les plus récents. Note, etc. Les plus récents. Bon, on a vu Samsung quand même qui a eu des petites difficultés avec Jelly Bean. Au niveau de la 4.3, c'était un peu compliqué pour mettre à jour le Galaxy S3 notamment. Ça a été suspendu pendant quelques temps. Et le Note 2 aussi a attendu un petit peu, donc on espère que ce sera vers le deuxième trimestre 2014. Ça a été annoncé officiellement. C'était annoncé officiellement. Mais bon. On a quelque chose d'important à dire sur cette version, c'est que ces derniers temps, Google avait quand même mis l'accent sur l'amélioration de ses API à eux, c'est-à-dire ils avaient fait pas mal de mises à jour sur tous les services associés au Google Play et les API Google Maps, etc. Donc ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu une vraie version d'Android avec beaucoup de nouveautés. Et Android 4.4 vient corriger cela. Si je peux me permettre quand même, en fait les Google Play Services, le but c'est en effet de fournir des services que d'autres ne peuvent pas donner, genre Google Maps, mais c'est surtout pour permettre à d'anciennes versions du système de profiter des nouveautés. Donc certes, Jelly Bean 4.2, 4.3, il n'y avait pas vraiment de nouveautés pour ces versions spécifiques, mais c'était plutôt l'ensemble des utilisateurs qui en profitaient. Donc, pour tous les autres qui ont des téléphones qui n'ont pas encore été supportés par leur constructeur, ils pourront profiter peut-être de Cyanogen 11, qui sera Android 4.4. Et sinon, vous pouvez aussi dévorer un peu de KitKat, parce qu'il y a les versions de KitKat en magasin qui sont sorties, où on peut gagner une Nexus 7 quand même. Ouais, tout à fait. C'est raison de plus d'acheter des KitKat. On a essayé on a acheté pas mal de friandises pour la rédaction, et c'est vrai que pour pas le mal moment, de KitKat. on n'a pas gagné. On n'a pas encore gagné. On a une news un peu plus flex après, c'est ça? Plus flex, oui. Alors, Edouard va vous le montrer, et nous on l'a aussi ici. Hop, à toi de le prendre. Tu le tiens ici, c'est vrai? Voilà. Alors, ce LG G Flex, puisque c'est son petit nom, hop, si on le regarde comme ça, on se rend bien compte de la justement, couleur. il est flex. Il est flex. Alors, pour le voir, je ne sais pas si j'aurai la force, on peut le flex un peu. Alors ça, Moi, on a entendu j'arrive pas longtemps trop. parler. En gros, ça fait des années qu'on entend parler d'écran flexible. Mais Tout à pour le fait. coup, on avait vraiment des prototypes où c'était Oui, on comme espérait une des feuille. écrans qui allaient se mettre autour du poignet, des choses comme ça. Là, on n'en est pas là. Hein. Là, on a un smartphone qui est rigide. C'est une phablette même. Ou une phablette. Il fait 6 pouces, hein, donc c'est 6 une bonne pouces, c'est une phablette. phablette. Ouais. On a une phablette donc, qui est rigide,
sauf qu'elle est légèrement flexible. Et l'intérêt, c'est d'avoir cet écran en plastique, donc qui lui est beaucoup moins fragile qu'un autre smartphone, avec une coque qui est dans une matière qui se reforme un petit peu. On peut faire des petites rayures dessus et ça se répare assez vite. Et avec une batterie qui suit la forme du téléphone, donc ce qui permet d'avoir ce format courbe. Ça apporte vraiment quelque chose ou c'est juste du marketing? Ça apporte quelque chose, oui, un petit peu au niveau du son, parce que l'intérêt d'avoir ça, c'est d'avoir une forme qui épouse le visage, et au niveau de la dispersion du son, c'est un petit peu meilleur qu'avec un téléphone normal. C'est pas forcément l'argument principal. Et justement, c'est intéressant. Il faut noter aussi que c'est un prototype en fait. Oui, là c'est un Oui, prototype. oui. Alors le produit sera commercialisé en Le produit En sera commercialisé. février chez Orange. Chez Orange. Bon, il ne sera pas donné. 800 €, ça reste quand même assez important pour une phablette. Mais surtout, ça préfigure de ce qu'on pourra trouver dans le futur. Oui, effectivement, c'est un produit de transition vers des technologies qui seront beaucoup flexibles. Justement, Gonzague, est-ce que tu as eu l'occasion peut-être de le prendre en main ou pas? Ou en tout cas de lire des choses dessus? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de le prendre en main. Par contre, j'ai l'impression que si je le prenais en main, on ne verrait plus du tout mon visage. Il a quand même l'air de faire une sacrée taille. Oui, Moi, c'est je une voulais tablette. revenir à un truc juste avant, qui était sur KitKat. Oui. Je pense qu'Edouard avait peut-être envie de nous parler d'ART, qui est Android Runtime. Alors, je sais que je détruis complètement l'organisation des news, Pas mais de Android souci. Runtime, ça me semblait être un truc important. Ouais, en fait, Art, ça vient remplacer Dalvik. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les téléphones Android utilisent Java, et pour que les applications fonctionnent avec Java, il faut une machine virtuelle. Et donc, jusqu'à présent, elle s'appelait Dalvik. Elle avait certains avantages, certains inconvénients. Du coup, Art, c'est en fait une version expérimentale. Elle est cachée dans les options pour les développeurs. Et ça a une bonne raison, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'applications qui sont encore incompatibles. Mais Art, en fait, c'est Dalvik qui a été repris de zéro en essayant d'optimiser sur à peu près tous les points. Alors pour vulgariser, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, Dalvik, c'est une machine virtuelle qui va exécuter les programmes Java. Et en gros, c'est une machine qui est présente depuis le début d'Android. Et ils poussent une nouvelle machine. C'est exactement ça. Il ne faut pas s'attendre à l'avoir de suite. C'est quoi les objectifs de cette nouvelle machine virtuelle? Les objectifs, c'est tout simplement essayer d'optimiser à peu près partout pour justement que le fonctionnement des applications soit plus rapide. Donc, c'est du gain de performance, hein, si on peut le... ART, ce qu'il faut savoir aussi, c'est on n'a aucune information vraiment vérifiée aujourd'hui, mais on pense que c'est le fruit du travail de Flexicore, qui est une entreprise française qui a récemment été rachetée par Google, mais qui avait commencé à travailler avec la firme de Mountain View avant son rachat. Donc a priori, Android Runtime serait le fruit de leur travail sur l'optimisation de la machine virtuelle Dalvik. La petite caractéristique qu'ils implémentent par rapport à Dalvik, c'est qu'en fait, à l'installation de l'application, elle est recompilée pour le processeur du téléphone. Donc elle va prendre un petit peu plus de place sur le disque, sur l'espace disque, mais par contre, elle sera effectivement plus rapide à l'exécution. L'idée étant qu'aujourd'hui, quand on met sur la balance l'espace disque et le processeur, améliorer le processeur, ça coûte plus cher que d'augmenter la taille de stockage d'un terminal. Et aujourd'hui, c'est possible d'installer ART? Alors, c'est pas fait pour les utilisateurs lambda, si j'ose dire. C'est possible sur le Nexus 5 au travers des options pour les développeurs. Ou pas? Du moins, moi je l'ai testé, j'ai pas eu particulièrement d'instabilité, mais c'est vrai que ça peut provoquer quelques plantages sur certaines parties qui sont pas forcément... Il y a par exemple l'application WhatsApp qui a quelques problèmes avec, donc c'est à voir. Ouais, donc pour le moment, c'est pas vraiment à conseiller, sauf si on veut bidouiller un petit peu, mais il y en a toujours qui sont comme ça dans la communauté. Et une des grosses actualités de la semaine également, c'est la sortie du Nexus 5, qui est le sujet de notre test de la semaine. Chaque semaine, nous allons vous présenter un téléphone que nous avons testé à la rédaction. Et justement, cette semaine, c'est un téléphone qui est très attendu, qui fait l'actualité de la fin d'année 2013. C'est le Nexus 5. Oh, chez tout le monde, je crois, hein. Tous ceux qui voulaient un téléphone pas trop cher et qui soit vraiment performant, et le Nexus 5, effectivement, il remplit bien ces conditions-là. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de rumeurs que sur le nouvel iPhone. Ah ouais, il y en a eu vraiment beaucoup et qui ont duré longtemps en plus. En même temps, on ne pouvait pas rater le produit phare de Google. Et au niveau de son format, pour commencer, c'est un digne descendant de la gamme Nexus. Il fait à peu près la même taille que Nexus 4. Et On en a un d'ailleurs ici, juste à côté. Voilà. Un Nexus Justement, 4, devant un nous, on a Nexus 5. toute la gamme Nexus. On a la petite Donc famille. c'est pas mal pour présenter. Ouais, on a le Galaxy Nexus, pardon. On a le Galaxy Nexus, Hop, un peu plus on a le petit. Nexus 4, on a également le Le One, alors là, One. Nexus One quand même. Voilà, une jolie petite photo de famille avec tous les Nexus.
Il manque quand même le Nexus 16, c'est pas de Oui, Ah, il oui, manque le Nexus oui, 7. on Ah, mais l'avait pas. c'était le plus nul. Ouais. Non, moi je l'aimais bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est fabriqué par LG. Ouais, c'est le cousin du G2 qui est sorti aussi à la fin de l'année. Donc à peu près le même format, à peu près le même hardware, hein, il faut dire ce qui est. On a là-dedans un Snapdragon 800, donc le même que chez le G2 que j'ai là. Hop. On a un format d'écran 4,95 pouces. Avec une définition Full HD, ce qui est quand même pas mal sur ce type d'écran. On va avoir donc ce processeur Snapdragon 800, bon, toujours pas de mémoire extensible, hein, ça reste du Nexus. Donc, Non, maintenant, il ne faut plus poser la question. voilà, on arrête de poser la question, ça sert à rien. On ne parle plus des on a micro du SD. drive, voilà, on a du drive, on a 50 Go pendant 2 ans. Ok. Voilà. Donc, c'est 16 ou 32 Go et du drive, 50 Go sur drive. Voilà. Et on C'est pas a si un mal. blanc ou un noir. En blanc ou en noir, on a les deux sur le plateau. Gonzague, a priori. Désolé. Ah non, non, je Je voulais faisais mon t'interroger bureau. justement. Est-ce que tu as eu l'occasion de prendre en main un Nexus 5? J'ai un ami qui m'a proposé de l'étudier rapidement et passer le téléphone lui-même, c'est-à-dire le Nexus 5, je trouve que ce qui est intéressant dans les Nexus, c'est d'avoir l'expérience la plus pure, entre guillemets, prévue par Google et pas celle qui a été un petit peu complètement défigurée par les constructeurs et qui risque, par exemple, quand vous avez acheté un HTC qui est un petit peu trop vieux ou un Samsung qui est un petit peu trop vieux, de ne pas bénéficier des mises à jour et qui contribuent à la fragmentation d'Android. Donc, d'acheter un Nexus, c'est quand même la garantie d'avoir un téléphone qui sera à jour et qui n'est pas complètement pourri de partout. Ça, c'est le côté que j'aime bien dans les Nexus. Puis le 5 est vraiment joli. C'est un téléphone avec un grand écran. Ils ont l'habitude de faire des trucs avec une belle finition, même si un peu fragile pour le 4. Donc, curieux de voir ce que ça va donner dans le temps avec ce modèle. Je crois que pour le moment, tu es propriétaire d'un Galaxy Note 3, si je ne me trompe pas, c'est ça? J'ai un Galaxy Note 3, mais je ne le balade pas beaucoup avec moi puisqu'il ne passe dans aucune poche. Ça, c'est vrai que le téléphone est un petit peu grand. Ah, qu'est-ce que tu as dans Et, les poches là? Alors, c'est pas dans les poches, c'est posé en train de charger. J'ai un 5S qui est rigolo d'ailleurs, parce que c'est les premiers téléphones à avoir eu un lecteur d'empreintes digitales, c'était les Android, le Motorola. Effectivement. Ouais. Et puis finalement, ça ressort sur l'iPhone. Le format me plaît. Maintenant, je dis pas non à un écran un peu plus grand, mais le Note, c'est pour l'instant vraiment trop grand pour moi. Et je crois que tu avais eu un Nexus 4 avant. Ouais, j'avais un Nexus 4, j'aimais beaucoup. J'avais aussi la petite tablette Nexus, mais ça, j'avais moyennement accroché au format d'écran. Et sur le C'était Nexus 4, trop- est-ce que tes conclusions étaient... Désolé de te couper. Mais est-ce que tes conclusions justement sur le Nexus 4 étaient les mêmes que nous? Parce que nos conclusions, elles étaient un peu les mêmes. Enfin, en tout cas, il y avait un... C'était un peu fragile Concertation. quand même. Hein. J'ai vu pas mal de Nexus 4 avec l'écran complètement explosé. Et, pas longtemps. voilà, Oui, une l'écran caméra ou trop l'arrière. faible, Ouais. une autonomie Ouais, tout trop à fait. limitée et un téléphone un peu trop fragile. C'était ça nos conclusions. Bah, moi, j'ai tendance à vous rejoindre. Et en fait, d'ailleurs, il y a peu de téléphones que j'ai trouvé vraiment bons en photographie sur Android. Alors, en non-Android, j'ai essayé le Lumia 1025, le 1025, qui est plutôt excellent. L'iPhone 5, 5S, etc. Et par exemple, l'appareil photo du Galaxy Note 3, je ne suis pas du tout convaincu. Ok. Alors, concernant le Nexus 5, je pense que tu ne seras pas convaincu parce que effectivement, il est largement meilleur que le Nexus Oui, c'est 4, bien amélioré quand même. Hein. mais il est encore en dessous des hauts de gamme. Ah oui, mais c'est le principe des Nexus, c'est proposer quasiment aussi bien que les très haut de gamme du moment, mais en beaucoup moins cher, donc forcément il y a des petites concessions, et l'appareil photo, il est un petit peu moins bien que celui d'un Galaxy Note 3 par exemple, même s'il n'est pas parfait. Et C'est d'ailleurs, bon, ce que beaucoup de gens font la remarque sur Google+, c'est qu'en fait, les Google Glass prennent de meilleures photos que le Nexus 5. Je suis pas Ah non, sûre, Donc, hein. c'est dommage. Ce que Les j'ai vu, Google c'était Glass quand même pas prennent tout une à meilleure fait photo ça. que le Nexus 5. Je trouve aussi. En termes de stabilisation optique, Ouais. le Nexus 5 est un peu à la... C'est encore plus flagrant au niveau des vidéos. On peut prendre une vidéo avec les Google Glass en jouant au hockey, ça bouge pas d'un poil, alors que prendre une vidéo en Genre- étant assis confortablement avec son Nexus 5, Mais ça la tremble. définition n'est pas la même. Hein. Alors moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le capteur était conçu par LG, était un très bon capteur, mais qu'il y avait un problème d'optimisation logicielle. Bah oui, mais l'avantage c'est c'est qu'il y aura des corrigible. mises à jour. Donc normalement Ouais, bon, on pourra, en même, voilà, en on même pourra les temps, on nous corriger. sort la même soupe à chaque fois qu'il y a un capteur qui marche pas. Le Zadan, il prend des photos pourries et le de Sony. Et je pense pas que les mises à jour vont faire non plus d'un mauvais téléphone qui prend des photos à quelque chose de génial. Pour conclure sur la partie photo, je crois qu'il y a aussi Pod et Baptiste qui sont passés du Nexus 4 au Nexus 5. Oui, bah, évidemment, entre un truc qui prend des photos avec un voile bleu et systématiquement flou, même en HDR, et un truc qui prend des photos,
il n'y a pas photo. On est bien d'accord qu'il y a eu un gap immense entre les deux terminaux, mais voilà, on part de dégueulasse à moyen plus. Baptiste, toi, tu as un Xperia Z1 et un Nexus 5. Donc, tu peux comparer. Là. J'ai les deux dans ma poche. Bon, bah évidemment, il n'y a pas photo. On a sur le Z1, on a quand même un 20 mégapixels qui permet. Copyright, il n'y a pas photo. Tu peux pas ressortir la même vanne juste après moi. Attends, c'est mon tour après. Moi, mais attendez, elle est mauvaise cette blague. On l'arrête. Elle est vraiment mauvaise. Donc évidemment, s'il y a une photo à faire, on sait lequel sortir. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la concession sur la batterie. On avait, dans les rumeurs, on parlait d'une batterie 3000 milliampères-heure. Pour la version 32 Go. Et j'ai quand même été assez déçu de ne pas retrouver cette batterie, d'autant qu'on l'a sur le G2. En fait. Là, on a une batterie de 2300 mAh. 2300 mAh. Alors qu'on est à 3000 effectivement. C'est en dessous d'un Galaxy Note 3, d'un HTC One encore. Oui, il me semble. Voilà. J'ai plus le chiffre en tête. En tout cas, voilà, c'est un peu en dessous des hauts de gamme de fin d'année. Du cousin LG, tout bêtement, dont il est inspiré, ou inversement, en tout cas, qui a 3000 mAh, et c'est quand même mieux, vraiment mieux. Et donc, en pratique, l'autonomie, on sent comment? Je suis pas le mieux placé pour en parler. J'ai une application qui a récemment décidé d'utiliser toute ma batterie, qui s'appelle Moves, qui est super bien, mais qui en ce moment plonge un peu l'autonomie de mon téléphone. Mais je peux quand même dire qu'on est mieux que le N4. Nous, on a réalisé pas mal de tests théoriques, c'est-à-dire de lecture de films, etc. Effectivement, la capacité de la batterie ne ment pas, même si on a un téléphone qui est plus ou moins optimisé, on sent quand même que la batterie, l'autonomie est inférieure. On va pas faire des miracles, ça va pas être possible. Il ne faut pas s'attendre à l'autonomie d'un Galaxy Note ou encore d'un Xperia Z1 même. Oui, tout à fait, qui a une bonne autonomie également. Le bon truc, je trouve, désolé de te couper Ulrich, c'est qu'il a de l'induction. C'est l'induction et finalement, c'est con parce qu'il y a eu cette vague d'induction il y a 2 ans avec des gens qui fournissaient des chargeurs, des coques pour les téléphones. Et puis on a vu Nokia l'intégrer dans ses mobiles de façon assez récurrente, puis le ressortir et le faire sous façon de coque. Et là, Gonzague, je te coupe parce qu'on va parler de ça dans le débat et tu vas voir, on va en fait, on a prévu de complètement défoncer l'induction. Alors, en parlant rapidement de l'induction, effectivement, il est Qi, donc il fonctionne avec le standard de l'induction en chargement sans fil. On peut le faire en tout cas. On le fait pas, mais on peut le faire. On en parlera tout à l'heure. Vous allez voir, ça c'est sûrement un des débats les plus mouvementés de l'émission. Même si tout le monde est d'accord. Alors, pour résumer sur Nexus 5, quels sont les points forts et quels sont les points faibles? Déjà, il a un bel écran. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Il a un écran 4,95 pouces. Voilà, en IPS, il a un bel écran. On va avoir des performances qui sont vraiment à la hauteur avec un Snapdragon 800. Ok, donc c'est ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux, effectivement. En termes de performance sur cette fin d'année. Et en plus, avec des mises à jour garanties vers les prochaines versions d'Android. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est quand même l'avantage des Nexus. C'est pour ça qu'on les choisit. Ils sont pris. Oui, pour Noël, c'est quand même mieux de ne pas dépenser 700 € dans un téléphone. Là, on l'a à 349 en 16 Go. Pardon. Surtout qu'un point fort qu'on ne peut pas s'empêcher de noter, c'est la compatibilité 4G. Aussi, avec les récompatibles 4G. Et maintenant qu'on va avoir des forfaits 4G qui sont à peu près abordables chez les MVNO type Énergie Mobile, par exemple. Je crois que Virgin Mobile a annoncé un forfait à 20 € par mois. Il me semble, sans téléphone, donc c'est l'intérêt de prendre ce type d'appareil avec. Voilà, on l'a pour 350 €, on a son forfait à 20 € ou 30 €. Et d'après ce que j'ai vu ce matin sur le Play Store, si on commande maintenant, on le reçoit dans 3-4 semaines avant Noël. Alors oui, bon, les promesses comme ça, faut se méfier quand même. Faut être prudent quand on veut un cadeau en sous le sapin. pratique, comme on en parlait en off, Baptiste, a priori, les téléphones arrivent même avant les dates annoncées. Au tout début, en tout cas, tu l'as eu 2-3 jours avant la date promise, je crois. Effectivement, oui. Avec le N4, peut-être que Google a un peu appris de ses erreurs. Donc, il donne effectivement une date particulièrement pessimiste. Et beaucoup de personnes ont eu des bonnes surprises. Pas particulièrement pessimiste, mais c'est vrai qu'il se garde une marge. Et c'est souhaitable parce que quand on a commandé le N4 sur le Play Store, c'était un peu catastrophique, quoi. Il y a eu pas mal de commandes annulées, etc. Non, là, ils apprennent un peu, mais effectivement, Google n'est pas Amazon. Et c'est un métier. Avant de conclure, je voulais demander aussi les points faibles, Laure. Tu les as résumés? Le point faible, ce sera quand même un appareil photo un petit peu moins bien que ce qu'on aurait voulu avoir. Pas catastrophique.
Non, pas catastrophique du tout. Heureusement d'ailleurs, hein, quand même. On a des belles photos, on a un mode HDR qui est sympa, on a quand même des choses à utiliser avec qui sont intéressantes. On a une autonomie un peu moins bien que ce qu'on aurait voulu également avoir, un peu moins bien que sur le G2 qui est quand même son référent, puisque c'est l'autre smartphone haut de gamme de LG sorti au même moment. Et enfin, on a aussi la finition. Oui, non, elle est pas mal. On a hein, quand même un appareil en plastique. Voilà. Et En plastique. malheureusement, il y a même des aficionados du plastique. Moi, pour le coup, c'est léger, c'est ça aussi l'intérêt. ouais, mais bon, pour le coup, quand on a un One à côté. téléphone haut de gamme, pour moi, c'est beaucoup plus sympa si c'est en métal ou si c'est en verre, mais bon. Mais justement, on ne peut pas vraiment parler d'un téléphone haut de gamme. C'est avant tout une très belle proposition, un très bon rapport qualité-prix par rapport. Et qui est vraiment excellent, mais qui ne se situe pas justement dans le haut de gamme. Et effectivement, il n'a pas vraiment de point faible, mais il excelle pas. Mais il excelle pas, et je pense que certaines personnes qui recherchent une solution extrêmement bonne se tourneront plutôt vers les derniers Sony ou le HTC One. Pour avoir un téléphone qui brille. J'ai une question. Quand même, hein. Il n'est pas en verre, donc il va pas se casser. Non, il n'est pas en verre. Il sera beaucoup plus solide qu'une Nexus 4, et ça, je pense que Pod est d'accord. Tout à fait. Avant de conclure et avant de passer à la prochaine partie qui est le débat, j'ai une question, je pense que tout le monde sera d'accord. Est-ce que vous conseillez le Nexus 5 ? Bah, évidemment qu'on le conseille. Il n'est pas trop cher, il est performant. Voilà, c'est un bon rapport qualité-prix, oui. Il est définitivement mieux que le Nexus 4, donc clairement, moi je l'ai acheté, je ne peux pas faire autrement que de le conseiller. À condition de se satisfaire de solutions qui ne sont pas excellentes, mais qui sont juste ce qu'il faut, je le conseille sans aucun doute. Et Gonzague, toi qui ne l'as pas encore acheté, c'est sûrement un intrus là dans l'équipe, mais... Ah oui, je suis un intrus. Est-ce que tu vas l'acheter ? Général, quand il s'agit d'Android, mais moi j'ai envie de partir avec vous sur la recommandation d'acheter ce téléphone parce qu'il n'est pas très cher et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un téléphone à 700 ou 800 euros ou de s'endetter sur un crédit pour ce genre de smartphone comme le permet Free. Donc 349 euros, c'est pas cher. C'est dommage que Google ait fait l'impasse sur les photos parce qu'aujourd'hui le smartphone ça a remplacé l'appareil photo chez les gens et donc c'est quand même sympa d'avoir un bon outil pour capturer des moments de vie qu'on aimerait pouvoir peut-être plus tard partager sur Google+, sur Hangout, sur tous ces beaux produits Google. Et donc voilà, c'est le seul truc un peu dommage sur cet appareil. Et le grand passionné Android alors ? J'avais le Nexus 4 et moi j'ai eu que ce téléphone pendant un an, donc je pense que le Nexus 5 sera la même chose. En tout cas, depuis que je l'ai, j'ai noté une grosse amélioration de l'autonomie parce qu'avant c'était une catastrophe. Pour le reste, j'aime bien Android. Et qu'est-ce que tu penses du S800 ? En fait, l'interface est super fluide, il n'y a vraiment rien à dire. Cumulé à Dart, dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment... En fait, pour tout vous dire, j'ai acheté un iPad mini Retina et je trouve en fait que le Nexus 5 est largement plus fluide que cet iPad. Donc vraiment, on entendait tout le temps les gens dire ouais, iOS c'est super fluide, c'est super machin. Et bien en l'occurrence, le Nexus 5 il est beaucoup plus fluide. Voilà. Tout de suite, on va faire un zoom sur le fait que tu as acheté un iPad mini, parce que c'est quand même la révélation de l'émission. Justement, concernant l'iPad mini Retina. Non, on va ne pas parler d'iPad mini Retina. Ça fera peut-être l'objet d'une émission sur les tablettes, mais pour le moment, pourquoi pas, hein. On n'en parle pas. Donc, ça m'étonne pas. Tu es peut-être un fanboy, mais en même temps, je partage ton avis. Donc, oui, justement, il faut s'ouvrir un peu à la concurrence. iOS, c'est devenu un peu flat. Il y a peut-être des idées à récupérer dessus. Voilà, tout simplement. Vous avez compris, l'équipe est unanime. On vous conseille le Nexus 5. Il n'a peut-être pas les meilleures caractéristiques, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Chaque semaine, vous retrouverez un débat et cette semaine, on va vous parler de green, de vert, effectivement. Comment utiliser les ressources de notre planète plus responsablement ? C'est la question qu'on va se poser avec toute l'équipe de passionnés. Et donc, on commence. C'est un sujet qui sera exploré par Pod. Ouais, je pense qu'on a tous, ou presque, vu le film du moustachu volant Yann Arthus Bertrand qui s'intitulait Home, dans lequel on a vu du ciel les ravages de l'industrialisation à laquelle notre espèce se livre un petit peu trop souvent. Alors, on parle de téléphone. Est-ce que c'est possible d'allier les technologies mobiles et les technologies vertes ? Toi, Ulrich, tu as une idée à peu près de combien consomme ton téléphone portable d'électricité, d'énergie ? Qui consomme en... N'importe, en cacahuètes, par rapport à n'importe quoi qui se trouve dans ta maison, où est-ce que tu situes la consommation électrique de ton téléphone ? Ok, 2 sachets de cacahuètes, non, je pense qu'il doit consommer, moi je parie sur le rechargement du téléphone, il prend 5 heures à se recharger, donc je dirais 5 heures de
Ok. Voilà. Et Baptiste, Laure, est-ce que vous avez... Oui, c'est ça, il faudrait le comparer peut-être à une lampe qu'on laisserait allumer le temps de la recharge. Je pense autant que le radiateur portable que je mets dans ma salle de bain tous les matins. Les invités, vous avez... Vous devinez ou pas? Moi, je m'en fous. J'achète un téléphone, point barre, en fait. Il est affreux. C'est ça. Il a aucune conscience C'est quoi écologique, ce troller? c'est mal. Pourtant, Android, c'est l'OS du robot vert. Non, mais j'espère que Gonzague, toi, Ouais, t'es un mais petit peu bon, plus responsable. Hein. Bah, je sais pas si je suis plus responsable. J'ai aucune idée de la consommation. Je crois qu'un chargeur de téléphone, c'est moins de 10 watts, mais je ne suis pas sûr. Et donc, ça consomme moins que la plupart des appareils qu'on peut laisser tourner, par exemple une télé en veille, etc., puisqu'on ne le charge pas tous les jours. Et puis, comme je fais du Vélib, j'ai un Vélib qui recharge mon vélo. Non, ça, c'est un mensonge total. Mais ce qui me gêne en fait, c'est que tous vous avez parié simplement sur le chargement du téléphone, mais en fait, en tant que terminal mobile, il consomme aussi d'autres ressources, tout simplement rien que le réseau de l'opérateur, derrière les data centers pour tous les services que l'on utilise en cloud ou autre, tout ça aussi consomme de l'énergie, si bien qu'en fait, une étude américaine a montré que la consommation moyenne d'un utilisateur lambda d'un terminal intelligent était en fait légèrement supérieure à celle d'un réfrigérateur. Ah, c'est énorme. C'est plutôt énorme. Du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de réduire notre impact vis-à-vis de l'utilisation du mobile? Justement, la question, tu y as réfléchi, j'imagine. Ouais, j'y réfléchis un peu, mais j'aimerais bien avoir un petit peu aussi vos inputs sur ce sujet. Est-ce que vous, comme ça, d'emblée, est-ce que vous pensez à des petits éléments qu'on pourrait changer dans nos habitudes d'usage? Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et bah justement, moi, c'est dans cette chasse au gaspillage, en fait, dans cette chasse à l'énergie Soyons des Jean-Pierre dépensée Coff. qui n'est pas utilisée. Justement, j'ai un petit cheval de bataille, c'est le rendement du chargement sans fil. C'est de ça qu'on discutait tout à l'heure. Justement, c'est une technologie qui devient populaire, qu'on voit de plus en plus dans les appareils, spécialement haut de gamme. C'est une technologie dont on entend parler. C'est Qi, c'est ça. Il y a eu Qu'on a écrit plusieurs, QI, c'est il la y a plus connue. plusieurs consortiums qui ont proposé des standards différents. Effectivement, celle qui a l'air de s'imposer, c'est celle qu'on nomme le Qi. Le rechargement sans fil, la théorie nous dit que le rendement ne peut être que de 50 à 80%. C'est-à-dire que 20 à 50% de l'énergie Qui est déployée. qui est utilisée pour recharger le téléphone va être perdue. Donc dépensée pour rien. Et en plus, on charge moins vite son téléphone. Et Gonzague, tout à l'heure, tu Pas nous très parlais justement de cette technologie. Ben oui, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de pertes dans l'utilisation de l'induction. Alors, Pourtant, je trouve que la technologie est très pratique. En tant que citoyen responsable, tu vas utiliser cette technologie ou pas maintenant? En tant que citoyen irresponsable, j'ai un iPhone 5S qui doit être produit en utilisant beaucoup de pollution et qui n'a pas d'induction. Donc, je suis semi-responsable. Tu sais que tu peux utiliser des coques pour ajouter cette fonctionnalité sur ton téléphone. Et il y a une comédienne française qui a dit mettre une coque sur un iPhone, c'est comme mettre une bâche sur une Ferrari. Effectivement. On y réfléchira quand Faut on bien aura la une Ferrari. protéger, Hein. la Ferrari, hein. Voilà. Encore faut-il vouloir la montrer, la Ferrari. Justement, sur la technologie verte, je pense que Pod, tu as des Ouais. conseils à nous donner? Bah écoute, on a parlé du rechargement, moi je rejoins tout à fait Baptiste. Effectivement, voilà, il y a des chargeurs plus efficaces que d'autres et clairement, si on veut essayer d'optimiser sa consommation énergétique à la maison, le rechargement par induction, c'est plus ou moins ce qui se fait de pire aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi d'autres choses. Gonzague, tu faisais allusion à la production de ton iPhone. Effectivement, il y a clairement là il y a des choses à faire. Alors c'est pas quelque chose qu'en tant que particulier on peut vraiment choisir, même si évidemment on parle toujours de consommateurs. En réalité, bon, c'est souvent les grandes marques qui décident, mais il y a quand même des choses qui bougent. Il y a Greenpeace qui fait un classement des entreprises, des constructeurs les plus verts. Effectivement, mais chaque année, ils changent ce classement. Il change et on ne sait pas trop exactement sur quoi il se base. Maintenant, moi, il y a un truc dont je peux vous parler, c'est une initiative de Samsung, donc l'un des géants du téléphone portable. Le géant, qui est le leader. Le gros Sans d'Android, conteste.
il a lancé une gamme qui s'appelle la gamme E200 Eco qui pour le moment ne contient qu'un seul terminal. Ce téléphone est fait dans un plastique qui est en réalité basé sur de l'amidon de maïs, donc un plastique bio entre guillemets, vendu dans un carton issu de papier recyclé. Donc aujourd'hui, c'est le téléphone qui est le plus bio qu'on puisse faire, même si évidemment il y a toujours des composants électroniques qu'on ne peut pas vraiment... Il a les mêmes caractéristiques que le téléphone? Et non, c'est pas un smartphone. Donc clairement, aujourd'hui, si on veut... Est-ce qu'il résiste autant à la chaleur du processeur, des choses comme ça? C'est une très bonne question. Effectivement, je suis pas sûr qu'un plastique à base d'amidon de maïs soit aussi solide ça fait que... popcorn. Ouais, ce serait... Bon public à côté. Why not? Mais en tout cas, il y a une autre initiative, je ne sais pas si tu te rappelles, du Fairphone. Alors ça, c'est un projet, enfin c'est pas un projet d'ailleurs, parce qu'il a abouti de Hollandais qui ont fait ça. Donc en fait, ils proposaient, eux, pas une solution totalement écologique, mais une solution équitable. Donc c'est un tout petit peu différent. On ne sait pas très bien comment ils s'y prennent, mais ils nous parlaient de conditions de travail qui sont respectueuses des employés des usines, ce qui n'est pas toujours le cas d'Apple. On se rappelle ce qui se passe chez Foxconn. On va avoir aussi normalement des composantes équitables aussi et bio. Mais ça, c'est pas tout à fait détaillé. Et en tout cas, ils ont réussi à vendre 25 000 exemplaires de leur téléphone. 25 000, mais c'est plus facile de surveiller 25 000 exemplaires que des millions. 25 000, c'est pas beaucoup. Mais ils avaient espéré 5 000 au départ. Est-ce que le prix était... C'était 300, 350, un petit peu quand même Il était... accessible. Mais c'est un smartphone. Donc assez haut de gamme, bon milieu de gamme, on va dire. Du coup, c'est mieux que l'initiative de Samsung. Après, on manque de détails, et c'est ça le problème, sur les moyens qu'ils ont déployés pour faire ça. On peut pas voilà, là vérifier. on parle de solutions, on parle d'un Fairphone avec du commerce équitable, on parle d'un téléphone qui est conçu avec des matières qui sont plus faciles à produire, en tout cas moins coûteuses en énergie, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, sur les téléphones qu'on achète dans le commerce, est-ce que les gens ils sont tous coupables de quelque chose ou est-ce qu'il y a des efforts quand même? Il y a des efforts à faire et justement, on va rester dans cette vision de la production d'un téléphone portable. Un téléphone à produire, à part donc quelques initiatives ça et là, ça pollue. Ça a un impact non négligeable sur l'environnement. Est-ce qu'on peut considérer qu'un constructeur mobile aujourd'hui peut être considéré vert? Je suis pas sûr, quoi. Je pense que clairement, aujourd'hui, quand il y a des initiatives comme ça, c'est essentiellement marketing. Je trouve que c'est peut-être même dangereux en tant que constructeur de se donner une image de produit vert parce qu'effectivement... La plupart du temps, quand on fouille un peu, ça l'est. Ouais, quand on fouille un peu, la plupart du temps, ça ne l'est pas. Par contre, ce qu'on peut faire en tant que particulier, c'est déjà éviter de changer de téléphone tous les 6 mois ou tous les ans. Ah là, ça va grincer des dents. Au moins les données, on peut. Non, allez, tous les ans, c'est bon. Regarde, le truc, c'est, voilà, il y a des gens qu'on fournit un paquet d'efforts pour te filer un téléphone en métal, etc. Voilà, c'est des choses qui se recyclent peu ou pas. Et clairement, si tu le jettes à la poubelle pour acheter le prochain de la gamme, l'année prochaine, eh bien, ce sont des efforts qui auront été vains. Après, on n'est pas obligé de les laisser dans ces tiroirs quand même. On peut faire un peu mieux. Exactement. Il y a des programmes de recyclage. Les opérateurs mobiles en France sont plutôt pas trop mauvais là-dessus. On peut citer Bouygues Télécom et Orange qui se proposent de... J'avais apporté mon téléphone il y a 4-5 ans, il le faisait déjà, il me l'avait recyclé. Il y a pas mal de choses. Moi, j'aimerais bien demander à Gonzague, qu'est-ce que tu fais de tes téléphones, Gonzague? En général, alors soit quand ils me sont prêtés, je les rends à la société qui les a prêtés. Ah, mais ça, soit quand je les ai... voilà, c'est les journalistes et les blogueurs, ouais, d'accord. Quand je les ai achetés et que je peux les revendre, je les revends, ou j'en ai donné quelques-uns à ma famille, ils sont bien contents d'avoir hérité de ça. Ou justement, je profite d'avoir un forfait qui permet de renouveler chaque année son téléphone pour pas cher, pour équiper mes parents à moindre coût. Voilà, justement, c'est un des conseils qu'on voulait donner, Pod. Tout à fait. L'idée, c'est simplement que ça ne moisisse pas dans votre tiroir et que ça continue à être utilisé. Parce qu'une personne qui va acheter un téléphone d'occasion, c'est une personne de moins qui va acheter un téléphone neuf et qui aura un impact sur l'environnement beaucoup plus grand. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer notre impact sur l'environnement lorsqu'on utilise des téléphones mobiles. La première, le truc le plus simple, c'est d'utiliser le moins possible les services de cloud. Alors, quand je dis utiliser le moins possible, ça ne veut pas dire sans passer. Typiquement, quand on utilise Google Music, il faut cocher l'option de garder les musiques en cache.
parce qu'on écoute souvent les mêmes musiques et à chaque fois qu'elles sont stockées sur le téléphone, c'est beaucoup moins d'énergie qui est demandée par rapport à l'utilisation classique où la chanson est téléchargée en direct. C'est moi, on me faisait la morale la semaine dernière de ne pas envoyer un email quand on ne doit pas en envoyer, plutôt utiliser le NAS. Pour le coup, le cloud, j'avais lu une étude qui expliquait que l'envoi d'un email, ça avait un vrai impact il pouvait chiffrer cet impact. Mais télécharger des chansons sur le cloud, ça doit être encore pire. C'est Tu coupes probablement le forêt, plus difficile à chiffrer, mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, on parle d'infrastructures informatiques qui sont dites de haute scalabilité, c'est-à-dire qui sont faites pour répondre à des demandes fortes en pic. Et donc, clairement, elles ne sont pas du tout optimisées pour gérer de la petite opération avec relativement peu de rendement. C'est souvent une problématique, souvent on entend parler des polémiques de Facebook qui veut installer une centrale thermique ou c'est la même chose chez Google, etc. Tout à fait, c'est énormément d'énergie. Google est en train de penser à ouvrir un data center dans le nord canadien. L'idée étant que pour eux, ça va réduire leur facture énergétique pour le refroidissement des Il y machines. a également le data center qui est sur l'eau, près de San Francisco, et l'objectif est d'utiliser l'eau de la mer, de l'océan directement. Mais ça, oui. c'est des grosses initiatives pour le coup. Oui, mais il faut rappeler que 10% de l'énergie mondiale est dépensée par le domaine de l'IT. C'est plus que l'aviation. Et ça va en Et ça va en croissant, évidemment. Ok. Alors, d'un point de vue utilisateur, est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer son impact ? Je pense qu'on peut se tourner vers Edouard parce qu'il doit y avoir quelque chose installé sur son téléphone, non ? Ouais, tout à fait. On peut faire des gestes assez simples sur son téléphone qui, d'une part, vont essayer d'améliorer l'autonomie. Et forcément, si on améliore l'autonomie, on va moins sous-charger. Ouais, t'as des exemples ? Ouais. Alors, j'ai quelques exemples. La première, ça s'appelle Automate It, où il y a également Tasker, mais qui est un peu plus évoluée et qui est en plus payante. Automate It, vous lui dites, par exemple, quand je rentre chez moi, j'ai envie de désactiver la 3G et passer en Wi-Fi. Ça va se faire automatiquement. En plus, ça aura un impact sur l'autonomie de l'appareil qui sera plus grande. Voilà, c'est comme je le disais au début. Donc, il y a ce premier volet Automated qui donc va essayer de trouver par lui-même le facteur qui va déclencher les événements. Ou sinon, il y a la possibilité d'utiliser le NFC. Donc, le NFC, c'est la technologie sans contact. Donc, on a un tag, on passe le téléphone dessus. Donc, tu es en train de me dire, on va enfin l'utiliser. C'est à peu près ça. Il faut dire que c'est pour l'instant, le seul usage que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant du NFC, en gros, c'est vous passez votre téléphone sur le tag et ce tag correspond à un certain nombre d'actions. Donc voilà, allumer le Wi-Fi, même lancer la musique, faire un peu tout ce qu'on veut. On peut trouver des petits tags à quelques euros, c'est ça ? Voilà, les tags, ça coûte 1 ou 2 euros. Des applis sur le Google Play, il y en a plein. Il y en a des gratuites qui font excellemment leur job. Voilà, donc honnêtement, utiliser mieux son téléphone, c'est très très simple à faire. Et même, est-ce que vous utilisez vraiment le Bluetooth sur votre téléphone ? Pas sûr, désactivez-le, ça fera pas grand-chose. Effectivement, moi j'utilise beaucoup de Tasker. Tasker, pour vous, c'est vraiment un usage expérimenté. Il faut savoir configurer des petits paramètres. C'est pour les utilisateurs avancés. Globalement, ce qu'il faut dire, c'est quand on est à la maison, nul besoin d'utiliser la 3G. Quand on est dans la rue, aucun besoin de scanner tous les Wi-Fi du coin pour savoir si on va pouvoir se connecter sur un Wi-Fi ouvert. Il y a aussi un paquet de choses en termes de géolocalisation. Clairement, toutes les applications qui vous géolocalisent sont les plus gourmandes en énergie. Là-dessus, Google a apporté une réponse sur Android 4.4 puisque maintenant, la façon dont les API fonctionnent, c'est que c'est Android qui déclenche le capteur GPS tous les X temps et qui envoie l'information à toutes les applications qui en ont besoin versus sur les versions précédentes, c'est chaque application allait déclencher le GPS. Du coup, on a un système qui est beaucoup plus intelligent et qui va s'adapter en fonction du contexte. Exactement, on va mutualiser les efforts. S'il y a 10 applications qui ont besoin du GPS, il va s'activer une fois tous les je sais pas, X secondes, alors qu'auparavant, il y avait 10 applications qui allaient potentiellement activer 10 fois de suite le GPS. Je sais pas si vous avez ce genre de réflexe, vous, de désactiver le Wi-Fi, parce que oui, je pense pas que tout le monde y pense. Parce que l'intérêt, c'est aussi d'être tranquille un peu la nuit, de ne pas avoir ces emails qui arrivent. On peut enlever la 3G, le Wi-Fi, et au moins on est tranquille. Et vous pensez pas que ça serait au système d'être plus intelligent que les utilisateurs, parce que je vois pas dire à ma maman désactive le Wi-Fi la nuit. C'est tout l'idée d'avoir les applications dont Edouard parlait. Voilà. C'est au système de pousser ça auprès des utilisateurs. Je crois qu'il faut les deux, il faut une prise de conscience aussi personnelle et faire la démarche. Mais après, il y a des solutions qui sont préembarquées dans les téléphones. Mais est-ce qu'on peut dire au grand public comment activer le Bluetooth, le Wi-Fi ? Je pense qu'il
Voilà, Évidemment, il y a de la formation, mais il faut savoir que l'économie se fait surtout dans les petites attentions. Il y a des constructeurs qui expliquent ça et qui pré-embarquent ça assez simplement. Du côté de Sony, c'est le mode stamina. Il n'est pas du tout marketé réduire votre impact sur l'environnement. Le mode stamina, par contre, il a un vrai impact sur l'expérience utilisateur. Je sais pas, je parlais plutôt à Edouard. Edouard, il a testé pas mal d'Xperia. Le mode stamina, tu l'as testé dans tous les sens. Hein. Ouais, en fait, le premier téléphone à avoir le mode stamina, c'était le Xperia Z. Et en fait, le mode stamina, c'est en gros supprimer la fonction smartphone, du moins smart, dans smartphone. Donc c'est dommage, alors ça altère. Il n'est pas convaincu, Gonzague. Hein. Bah, la solution, elle est pas forcément. Ça dépend comment tu l'utilises. Tu as essayé le mode stamina sur les Xperia, pour le coup? Non, pas sur les Xperia. Par contre, j'ai essayé une fonction d'économie d'énergie sur les Windows Phone. Elle n'est pas forcément activée de base. Et qui est assez intelligente, c'est qu'elle ne marche pas tout le temps, elle ne fonctionne qu'en fin de batterie. Donc quand on n'a plus assez de batterie pour durer très longtemps, elle va permettre de prolonger un petit peu l'autonomie. Comment ça marche? C'est tout simplement, ça va désactiver certaines fonctions qui ne sont pas forcément nécessaires ou réduire l'accès et l'utilisation des données pour consommer moins et aussi diminuer la luminosité de l'affichage, etc. Et on a un vrai gain de batterie par rapport à une batterie qu'on voit faire 19, 20, puis finir à 0% et plus de batterie. Le téléphone va peut-être durer 1 ou 2 heures de plus, ce qui se retrouve toujours pratique puisqu'on va avoir le temps de s'approcher d'un chargeur. Avant de terminer pour la conclusion, moi j'ai vu chez ZTE et Motorola, en tout cas chez Motorola, des téléphones qu'on pouvait construire à partir de composants. Alors le premier c'était Phoneblox qui a proposé ça. Alors pour résumer, alors c'est une espèce de Lego. Voilà, on a une coque et à l'intérieur on met des éléments modulables, voilà, un capteur photo par-ci, de la mémoire par-là, des éléments qu'on peut changer en fonction de ses besoins et donc on peut changer quand il ne fonctionne plus. Donc ça évite de changer tout l'appareil. Un peu comme un PC, les vieux PC. Comme une tour, voilà, c'est votre tour, sauf que ça va être un téléphone. Okay. Et donc on va avoir un projet du même type chez Motorola et ça s'appelle le Project ARA, donc qui apparemment est vraiment en cours de développement. Alors ça on en a beaucoup parlé. D'un point de vue industriel, ça paraît irréalisable aujourd'hui. Non, c'est pas irréalisable. Non, mais je veux dire, il y a des gros. À grande échelle, on se pose des questions. La production de masse. En fait, c'est Motorola qui s'est rapproché des gens à l'initiative de Phoneblox et qui a repackagé ça sous l'appellation Motorola ARA. Et alors, c'est clairement pas impossible. La difficulté, en fait, elle est d'un point de vue électronique, c'est d'avoir suffisamment de broches sur la surface pour pouvoir brancher des modules complexes type processeur, GPU quand il est séparé, ce qui est rarement le cas, capteur, etc. Mais ça va demander une vraie harmonie chez les industriels parce qu'il faut définir des standards. Hein. Exact, mais c'est plus ou moins le métier d'un industriel de définir un standard. Ça, je me fais pas trop de soucis là-dessus. La problématique, c'est plus la taille du bus sur lequel on fait transiter les données et surtout le volume que va avoir le téléphone parce que clairement, à chaque fois qu'on a des connectiques au lieu d'avoir un circuit imprimé, eh bien, on prend beaucoup plus de place. Moi, je suis plutôt mitigé pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas, Gonzague, si tu crois beaucoup. Ce projet a été vraiment critiqué, déjà pour ce que citait Pierre-Olivier sur le fait que techniquement, c'est très très difficile à faire. En tout cas, pour reproduire la taille d'un téléphone comme on les a actuellement. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un smartphone, mais à l'intérieur, tout est au millimètre, ça se colle. C'est pour ça que c'est déconseillé. C'est pour ça que c'est déconseillé, mais c'est aussi pour ça que c'est un métier vraiment particulier qu'aujourd'hui faire de l'électronique et de l'électronique très intégrée, ça s'appelle l'intégré, parce que il peut y avoir une puce qui regroupe plein de fonctions, et si on veut pouvoir séparer ces fonctions et les remplacer, déjà ça prend de la place. Deuxième chose, vous allez vous retrouver avec le même problème qu'on connaît dans l'industrie des ordinateurs, par exemple. Dans un ordinateur, on te dit « oui, remplace ta mémoire vive et tu vas rajouter 10 ans de vie à ton ordinateur ». C'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que, oui, on peut rajouter de la mémoire, mais par exemple, il y a d'autres composants qui ne vont pas suivre. Du coup, l'intérêt de la chose, c'est quoi? C'est que vous avez un vieux téléphone sur lequel vous rajoutez un appareil photo 100 mégapixels, mais tout le téléphone sera tellement long pour traiter les photos que finalement, vous allez remplacer tous les autres composants. Donc l'économie et l'écologie qu'on pouvait peut-être faire d'avoir un composant remplacé, elle va être perdue parce que vous allez changer le reste des composants. Et qu'en plus, vous allez en avoir plein d'autres qui seront peut-être jamais recyclés et qui vont aussi partir à la poubelle. Mais c'est le cas aujourd'hui, mais quand on ira un peu moins vite dans la technologie, parce qu'à un moment ça va un peu ralentir, ça sera peut-être ça va pas ralentir du tout. ça va pas du tout ralentir, mais je pense que les cycles vont un petit peu, à bout d'un moment... Je crois pas. Je pense pas. Et je pense que la technologie jusqu'à aujourd'hui a plutôt prouvé le contraire, oui, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout tendance à ralentir. Mais ce que je veux dire, par exemple, sur le PC aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de maintenir un PC à jour en changeant le processeur sur une année, la carte graphique
qu'avant. C'est une opération que Madame Michu ne fait pas. Ne fera jamais, je suis Ah d'accord. non, faut laisser Tiens. tranquille Madame Michu. Hein. Et Madame Elle s'y Michu, met. c'est une copine à moi. Et non, mais dans l'absolu, on se l'avoue, les gens ne le font pas tous. Très peu de gens le font. Si tu le fais faire par quelqu'un, ça coûte de l'argent et ça coûte parfois le prix d'acheter un nouvel ordinateur. Donc les gens ne vont pas faire l'effort. Et c'est comme après avoir visionné une vidéo où tu vois comment sont fabriqués les poulets qu'on mange aujourd'hui et tout ça. Et les gens disent « Ah, c'est horrible, je ne mangerai plus jamais de poulet ». Et le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du poulet. Ben, la même chose avec les nouvelles technologies. On dit « Oh, c'est horrible, c'est un petit Chinois qui a fabriqué mon téléphone ». Et ben, demain, ils seront très très bien avec leur smartphone. Ils s'en foutent, les gens. Bon, et pour résumer, parce que là on parle, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'avoir un mobile vert? Ce qu'il est possible de faire à son échelle en tant que consommateur, c'est éviter les technologies de rechargement à faible rendement, typiquement le rechargement sans fil. C'est avoir un petit système, une petite application qui permet de couper le Wi-Fi quand on n'en a pas besoin, de couper la 3G quand on n'en a pas besoin, de basculer en 2G lorsqu'on n'a pas besoin d'une grande bande passante et d'éteindre le Bluetooth, encore une fois, lorsqu'on ne l'utilise pas. Ça, c'est vraiment les petites actions C'est déjà qui assez peuvent simple, changer. hein. C'est très simple et ça peut changer énormément de choses, non seulement sur votre impact, mais surtout aussi sur l'autonomie de votre téléphone. Et enfin, en termes d'usage pur, privilégier le stockage local par rapport au cloud. Ne pas oublier non plus le recyclage de son téléphone. Effectivement, parce que les smartphones qui traînent dans vos tiroirs représentent une bombe écologique à retardement s'ils ne sont pas traités. La meilleure chose c'est de pouvoir les vendre quand on peut encore bien les vendre. Et de le C'est les refaire donner une avant seconde qu'ils vie. explosent. Et les donner avant qu'ils Non, ça, explosent, c'est chez comme disait Apple, hein. Gonzague. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question. Sur les téléphones ou même sur les produits électroménagers en général, on paye toujours quelques centimes d'euros pour un truc qui s'appelle l'écotaxe. Normalement, ça marche ça. Hein. Ouais, est-ce que vous avez plus de détails là-dessus? L'idée normalement, c'est qu'en échange de cette écotaxe qui était prélevée, le revendeur, s'engage à récupérer ton téléphone. Voilà. Ça va pas Donc très loin. aujourd'hui, vous pouvez l'apporter chez les opérateurs, par exemple, qui s'engagent à le reprendre et à en faire quelque chose. Mais je crois qu'ils C'est gagnent pas trop plus d'argent fort, que mais- ça. Mais bon, ça, c'est un business. On pourra en parler dans une autre émission. Ce business du recyclage. Il n'y a pas d'autres conseils? On peut résumer, choisissez bien votre téléphone, mettez en place des solutions pour qu'ils consomment un peu moins, L'économie est dans les petites attentions. Et le jetez pas au bout de 6 et mois. le jetez pas, essayez de le revendre ou le donner ou le recycler. On passe maintenant à la partie application. J'ai donné un petit travail à toute l'équipe. Chaque semaine, ils vont avoir à sélectionner une application à vous présenter. C'est tout simple. Je vais commencer par Gonzague, notre invité. Est-ce que tu as ton application? Oui, j'ai choisi Dashlane. Dashlane, c'est une application de gestionnaire de mots de passe qui existe aussi sur PC, Mac, iOS, tout un tas de plateformes et aussi dans le navigateur. Et l'idée de ça, c'est de générer des mots de passe différents pour chaque site internet ou service qu'on utilise pour éviter d'avoir le même partout. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'un service se fait pirater, si vous avez utilisé le mot de passe Gonzague partout par exemple chez Microsoft, chez Twitter, chez Gmail, quelqu'un qui va avoir accès à ce mot de passe ou à trouver un moyen de le récupérer va essayer de l'utiliser sur tous les services et donc potentiellement accéder à des trucs que vous auriez bien aimé protéger. En l'occurrence, moi, j'ai plein de trucs que j'aimerais protéger ou éviter que des gens spamment mes contacts avec leurs conneries. Dashlane, ça me permet d'avoir des mots de passe différents Mais sur chacun de ces services et ça marche très bien. Il en existe pas mal des applications comme ça. Il y a par exemple Password Box, je crois. Tout à fait, mais Dashlane est multiplateforme et je trouve que c'est bien foutu. Et je sais pas si vous avez d'autres applications dans le même genre aussi. Ah non, moi je protège Il y a rien. OnePassword, il y a tout Oh, il y un en tas a de plein. trucs, oui. Ok, Ouais, donc c'est tu pas conseilles. En gros, l'application te permet de gérer tes mots de passe à partir d'une application. C'est tout Voilà, gérer, sauvegarder et générer des mots de passe dans une application et y accéder aussi depuis d'autres appareils parce que je peux me créer un compte sur Amazon depuis mon ordinateur et vouloir y accéder depuis mon mobile. Et ça permet de le faire très bien. Ok, très bien. Ouais, c'est vraiment pas mal pour la sécurité. Ça, on l'avait déjà conseillé sur Frandroid à plusieurs reprises d'utiliser ce type de solution. Faut faire attention effectivement et ne pas perdre son mot de passe justement Mot pour de cette passe application. principal, exactement. Bon, j'ai ensuite une application un peu plus fun. On se parle de Onomatopée ou Onomatope. Je ne sais pas comment on prononce le nom de cette application. En fait, il s'agit d'un jeu, une sorte de puzzle vocal. Ça se joue
Une sorte de puzzle vocal. Ouais, je sais pas trop quel serait le nom d'un concept comme ça, mais en tout cas, ça se joue à deux. On peut choisir n'importe quel adversaire, quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qui se fera attribuer aléatoirement. On se voit proposer un thème et un nom, et on doit mimer sous forme d'onomatopée, enfin mimer vocalement. Je sais pas si c'est très très clair, je pense que ce serait Tu dois faire quoi? plus Le simple train, là, on voit l'écran, là, en fait. voilà. Donc là, typiquement, on veut faire deviner basket avec un bruit. Donc on s'enregistre, on fait bon, bon, bon. Je fais très très bien la balle de basket. L'autre personne va recevoir la piste son et savoir que la thématique c'est du sport et va essayer de deviner avec ce bruit dégueulasse, bon, 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 de quoi on parle. Mais du coup, c'est un peu comme l'application qui permet de dessiner et faire deviner son dessin. Voilà, sauf que là, c'est avec du son. Et tout à fait, c'est la bonne façon d'en parler. Baptiste, tu as également un autre jeu. Bah oui, moi je voulais parler d'un petit studio de développement vraiment tout petit, ça fait à peine quelques milliers de développeurs à travers le monde. Bah, c'est Gameloft, évidemment, que vous connaissez sans doute. Ils ont sorti un jeu récemment qui s'appelle Tank Battle. Il n'y a rien de révolutionnaire, Tank Battle. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est les petits jeux. C'est pas mal conçu. Voilà, très, très bien conçu, très graphique. C'est les petits jeux comme on les aime. Donc voilà. Simple, efficace, addictif surtout. C'est pratique au tactile ce genre de jeu. Voilà, il est très bien réalisé. On dirige un petit tank à travers, le bout du doigt, à travers des niveaux, en tactile évidemment. Et l'idée c'est de réaliser plusieurs missions. Voilà, il y a qui sont bien souvent détruire les tanks adverses sur le parcours. C'est gratuit ou... C'est gratuit, comme d'habitude chez Gameloft. Free to play comme d'habitude, avec beaucoup d'achats in-app. Ouais, donc beaucoup de micro-paiements. Ça fait partie du jeu. Et je crois qu'il y a un mode multijoueur vraiment fun pour le coup. Effectivement, voilà, comme la plupart des jeux maintenant, des jeux Gameloft, on pense notamment à la série Asphalt qui se joue très bien en multijoueur. On a un jeu multijoueur, on a un mode multijoueur qui rajoute vraiment une dimension au jeu. Alors, on n'a pas notre Miss Météo, mais je crois que Laure, t'as quelque chose qui est pas mal dans le genre. Ouais, je me suis Désolée pas pour déguisée. cette blague sexiste. C'était nul. Voilà, c'était nul. Oui, j'ai une application météo, car oui, j'aime bien avoir un parapluie quand il va pleuvoir dans la journée. Et ça s'appelle Nice Weather. Et c'est développé par un développeur français, dont j'ai oublié le nom. Une belle interface, on voit là. Mais oui, elle est super mignonne cette application. Simpliste. En fait, si vous glissez le doigt le long de la petite courbe qui est en bas de l'écran, vous naviguez tout au long de la journée et donc selon que le temps va être beau, pas beau, nuit, pas nuit, la couleur à l'écran change. C'est sympa, il y a l'indication de la température, de l'humidité, tout ça. Et voilà, et c'est gratuit. Et si vous voulez avoir le widget et mettre plusieurs villes dans l'application, il faudra payer quelques centimes, mais c'est pas grand chose et elle est super sympa. Elle ressemble beaucoup à l'application Yahoo, qui est aussi superbe en termes de réalisation. Là, on a un design très minimaliste, c'est assez agréable d'avoir quelque chose de visuel. On a vraiment l'info en une seconde en ouvrant l'application. Justement, vous utilisez des applications de météo, lesquelles? La fenêtre. La fenêtre? Ouais. Ah, c'est écolo. Pardon. Bah non, c'est juste que elle est en face de mon lit, donc... Après cette blague, t'as une application de météo à nous conseiller, toi, sur Android? Moi, j'utilise une station météo connectée qui s'appelle Netatmo. Alors, je sais pas si je vous la recommanderais parce que ça marche très bien, mais ça coûte vachement cher pour une station météo qui a Internet. Ok, donc tu recommandes, mais attention au prix. Ouais, c'est ça. Et Edouard, une application météo? Non, moi c'est pas du tout une application météo, c'est une application qui va vous faire économiser de la data. Alors vos forfaits, ils font généralement 1 jusqu'à 3 gigas à peu près. Mais le problème, c'est que lorsque vous téléchargez par exemple des images, elles ne sont pas toujours compressées et des fois ça fait des montants, des tailles exceptionnelles. Et en fait, Onavo, c'est une boîte qui a été rachetée par Facebook et ils proposent une application qui s'appelle Onavo Extend et qui est en fait tout simplement un VPN. Donc un VPN, c'est en gros vos requêtes passent au travers d'un tube et ce tube justement réencode le contenu de manière optimisée. Un lance-requête en fait. Ouais, en gros, on va dire. Et donc en fait, cette application, elle est très simple d'utilisation. Vous la validez et en fait, elle va reprendre exactement le même principe que Opera Mini. Opera Mini, ça avait la possibilité de compresser toutes les pages web. Et bien en fait, Onavo Extend, c'est justement toutes vos applications, les pages web, l'appli Frandroid, l'appli Humanoid, vraiment toutes les applications. Mais il n'y a pas de souci pour les données personnelles? Justement, ils font
du moins sur leur site, ils disent que tout, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Dis-moi, les serveurs ils sont aux États-Unis, rassure-moi. Je n'ai pas particulièrement vérifié. On demandera à la NSA. De mémoire, c'est une société israélienne, mais c'est ça, avec le rachat par Facebook, ça se peut que les serveurs bougent. Mais en tout cas, moi, je trouve ça green. Bah, complètement, et surtout en fait que dans l'application, ça vous dit pour chaque application combien vous avez économisé, et même ça dit sur Maps vous avez économisé 100 mégas, et ben avec cette quantité-là, vous allez même pouvoir envoyer 1000 messages sur Gmail. Là-dessus, tu green parce que imagine tu veux envoyer des données vers un serveur en France. S'ils doivent transiter par les États-Unis, je ne sais pas si c'est très grave. Ouais, alors il faudrait effectivement qu'il y ait un serveur local pour chaque zone géographique importante, mais avec un peu de gamification, même Madame Michu, elle pourrait optimiser son impact sur l'environnement. Que je comprends pourquoi Facebook a investi dedans. Pour le coup, c'est... Bah, surtout, oui, Facebook a plus ou moins pas mal de problèmes à servir les images assez rapidement. Moi, je vous ai choisi une application un peu moins sexy, je trouve, mais je la trouve très très bien. Ça s'appelle Todoist. Et c'est pour améliorer votre productivité. Je dis pas ça parce que, parce que je suis le patron du Humanoid avec Baptiste, mais en tout cas, je le conseille à toutes les personnes, que ce soit des personnes, voilà, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au boulot. C'est une application qui vous permet de gérer vos différentes tâches, que ce soit à travers votre navigateur ou à travers votre smartphone. Et ça permet de voilà, gagner beaucoup de temps. Je termine avec une question simple. Quel est, selon vous, elle n'est pas vraiment simple, hein, c'est un piège. Quel est selon vous le meilleur smartphone Android de l'année 2013 ? Je vais poser la question à Pod. Nexus 5, Nexus 5 sans hésiter. Ok. Moi je trouve que le Nexus 5 a un super rapport qualité-prix, mais je préfère des téléphones un peu plus haut de gamme, avec, et celui que j'ai dans la poche en ce moment, c'est le Xperia Z1, pour ses fonctions étanches, pour la qualité de ses photos. Plutôt Sony alors. Je serais plutôt Sony. Et LG, Laure, tu... T'as failli le dire. Désolé parce que Laure, LG, c'est... oui, j'aime bien le G2 et je continue à apprécier, ouais. Ok. Et notre invité Gonzague ? Alors Android... J'ai l'impression de faire un petit peu une redite de Baptiste, mais je suis assez fan de ce que propose le Z1, puisqu'il disait qu'il avait besoin d'un téléphone qui se différencie un petit peu des autres, et dans la mesure où celui-là est très axé multimédia, partage, plus le côté étanche, plus un téléphone vachement design, je trouve que Sony a vraiment fait un bon produit de ce côté-là. Edouard ? En fait, j'hésite entre le Nexus 5 et le HTC One version Google, donc entre les deux. Alors moi, je te suis 100% pour le HTC One, parce que pour moi, c'est le téléphone le meilleur de l'année, c'est celui que j'ai, il est là. Mais bon, il est sympa, vous avez compris que c'est difficile. J'ai l'impression qu'on va se muscler si on doit le faire nous-mêmes. Alors l'idée, c'est que ce soit vous qui choisissiez le meilleur de l'année. Donc on demande à la communauté. Voilà, par le biais d'un tournoi qu'on va organiser. On va vous proposer les 50 à peu près, les 50 téléphones qui ont été annoncés cette année. Parmi ceux-là, vous allez en élire 8. Et chaque semaine, on va en éliminer la moitié jusqu'à arriver aux finalistes fin décembre. Alors, fin décembre, si tout se passe bien, on aura la finale des 2 finalistes. Il y a un petit cadeau. Et voilà, il y aura un petit cadeau. On offre pour un des votants de la dernière étape le smartphone de l'année. C'est sympa quand même. Et on espère que c'est un Wiko qui gagne, même si je vous dis de voter HTC. Et voilà, c'est la fin de cette première émission. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un bon moment. C'était stylé. C'était stylé ? C'était frais. Frais ? Bon, c'est pas mal ça. L'émission n'est pas encore parfaite, mais l'objectif, c'est qu'on s'améliore d'émission en émission. Alors, n'hésitez pas à partager vos retours. On vous retrouve dès la semaine prochaine. Je voulais remercier l'équipe. Déjà, derrière son écran, Edouard. Ouais, c'était une bonne première, on pourra s'améliorer, mais c'était plutôt pas mal. Notre fanboy. Carrément. On a également sur le plateau Laure. C'était cool. Baptiste. Super. Pod. Et notre invité, Gonzague. Adieu, Alors Gonzague a bugué. Gonzague, tu nous entends ? Plus le son. Ok, bah on disait merci. Je me vois en... J'ai entendu dire que c'est la meilleure émission de télé qu'il avait jamais fait. Je crois que c'est ça. En tout cas, Edouard, en tout cas, Gonzague, j'espère que tu reviendras. Ouais, j'espère aussi, et j'espère que la prochaine fois, je serai carrément sur le plateau, ce qui rend la chose plus simple et moins solitaire que d'être tout seul au bureau à 20h du soir. Alors, je veux aussi remercier la chaîne Tech.tv avec Edouard Marquis qui est notre producteur. Vous le voyez sur l'écran et derrière Edouard. Et on a aussi notre réalisateur qui est Olivier Rousseau qui est pareil à la régie. Et on vous dit à la semaine prochaine.